Il y a une scène super quotidienne, enfin d'une banalité absolue, par laquelle je pense qu'il faut vraiment commencer notre exploration d'aujourd'hui. Ouais, le fameux clic de tous les jours. Exactement. Imaginons qu'on clique sur un simple article de sport, un site d'actualité, tout ce qu'il y a de plus classique, juste pour vérifier le résultat d'un match. On clique, la page s'affiche, et là, on attend 5 secondes. C'est super court, 5 secondes. Bah oui, c'est rien du tout. Pourtant, pendant ce tout petit laps de temps, sans qu'aucune autre action ne soit requise de la part de l'internaute, il y a environ 52 appels réseau qui se déclenchent en parallèle sous la surface, Ah ouais, en 5 secondes? en 5 secondes. En l'espace d'un instant, 52 entreprises différentes viennent d'être informées de cette présence exacte sur cette page précise. Et le plus vertigineux là-dedans, c'est pas seulement le volume des appels, c'est surtout que la grande majorité de ces entreprises opèrent dans l'ombre totale. C'est clair. On ne parle pas juste de Google ou de Facebook ici. On parle de dizaines de courtiers en données, dont le grand public ignore jusqu'au nom, et qui viennent en fait de s'échanger des informations sur ce simple petit clic. Et ça, c'est vraiment le point de départ de l'immersion qu'on fait aujourd'hui. On se base sur une enquête massive, hyper détaillée, publiée en avril 2026 par Blox News. Une enquête réalisée depuis Calais qui s'intitule Les cookies, votre vie partagée avec 1000 partenaires invisibles. Un titre qui annonce bien la couleur, ouais. Carrément. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de soulever le capot d'Internet. On veut comprendre exactement ce qui se passe pendant ces fameuses 5 secondes. Comment un minuscule fichier texte a pu engendrer un marché colossal estimé à, accrochez-vous, 1,3 milliard de dollars. C'est des chiffres astronomiques. C'est fou, ouais, mais surtout on veut comprendre pourquoi les géants du web refusent obstinément de changer les règles du jeu. Bah, pour bien aborder cette enquête, il faut poser un regard très froid sur la situation. En fait, le réflexe naturel qu'on a tous, c'est de se dire qu'on fait face à un problème technologique, genre un bug géant dans le système. Bah oui, on se dit que ça a dérapé, quoi. Eh bien, c'est complètement faux. Le problème n'est pas technologique du tout. La technologie derrière tout ça, elle est d'une simplicité presque risible. Le vrai enjeu, il est purement économique. D'accord. L'architecture d'Internet aujourd'hui n'est pas cassée. Elle fonctionne exactement comme elle a été conçue pour fonctionner, c'est-à-dire comme une immense machine de surveillance systématisée et ultra lucrative. C'est fou de le voir comme ça. Du coup, redescendons un peu au niveau zéro de cette technologie. Regardons l'anatomie même de ce clic et de ce fameux cookie. Parce que bon, le mot en lui-même, il a l'air super inoffensif. C'est sûr, hein, un cookie, ça sonne mignon, quoi. Ouais, ça sonne comme une petite douceur numérique. Mais quand on regarde ce qui est concrètement déposé sur l'ordinateur de l'internaute, l'enquête de Block News donne un exemple brut. C'est juste une ligne de texte du style ID GD égale G8 A 3X 9Z 4M. C'est tout. Juste une bête suite de lettres de chiffres. C'est ça, c'était juste une simple étiquette. Et historiquement, il faut bien comprendre que cette étiquette, elle n'avait aucune vocation à espionner qui que ce soit. Si on remonte un peu au début du web, avant les années 2000, le cookie avait une fonction purement utilitaire. Ce qu'on appelle le cookie first party, c'est pas... Exactement, le cookie de première partie. À la base, un site web, c'est amnésique. C'est-à-dire que si on navigue sur une boutique en ligne, qu'on met un article dans son panier et qu'on clique sur la page suivante, Bah, le site a déjà oublié qui on est. voilà, il vide le panier. Donc, le cookie a été inventé spécifiquement pour pallier cette amnésie. C'était juste un petit pense-bête laissé sur l'ordinateur qui disait en gros Hey, je suis l'utilisateur G8A machin, garde mon panier actif s'il te plaît. C'est une relation stricte à huis clos entre le site et l'internaute. Un outil de confort, en somme. Complètement. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même bien loin du simple panier d'achat. L'enquête montre qu'il y a eu une véritable perte d'innocence de cette technologie, notamment avec l'invention d'un autre type de traceur, le cookie tiers, le fameux third-party cookie. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment précis où l'industrie publicitaire a compris le potentiel démentiel de cette petite ligne de texte. Ouais, l'idée est redoutable. Totalement redoutable. En fait, si une entreprise publicitaire parvient à s'incruster et à placer son propre cookie sur un site de sport, puis après sur un site de mode et enfin sur un site de finance, elle n'est plus du tout cantonnée en un seul environnement. Elle voit partout. C'est ça. Elle lit son propre traceur à travers tous ces sites distincts et elle relie les points. Ce n'est plus un pense-bête, ça devient un véritable fil d'Ariane qui suit la navigation de site en site pour assembler un profil comportemental hyper précis. Et pour donner une idée de la densité de cette toile aujourd'hui, l'enquête cite un rapport d'analyse assez édifiant de NordVPN sorti en novembre 2024. Ça dit qu'un site web moyen héberge environ 48 trackers. 48, c'est déjà énorme. C'est énorme, oui. Mais sur certains grands sites d'actualité, la barre des 100 trackers simultanés est allègrement franchie.
Bon, décortiquons un peu tout ça, j'aime bien utiliser une image. C'est comme si on allait dans une boîte de nuit. À l'entrée, on laisse son manteau et le vestiaire donne un petit ticket numéroté en échange. Ça, c'est le cookie original, le first party. Voilà, il sert juste à récupérer ses affaires en partant, il est utile. Mais avec l'arrivée du cookie tiers et de ses 100 trackers, c'est comme si ce petit ticket de vestiaire se transformait soudainement en un détective privé miniature. Un détective qui se glisse discrètement dans la poche, qui sort de la boîte de nuit avec la personne et qui la suit dans la rue pour noter absolument chaque vitrine regardée, chaque magasin visité, pour ensuite revendre ce carnet de notes. L'image est frappante, je suis tout à fait d'accord, mais en fait, on peut même aller un cran plus loin dans la mécanique. Parce que ce détective privé dont dont on parle, il ne se contente pas de prendre des notes en silence. Ah bon? Non, il est littéralement équipé d'un mégaphone. Et à chaque fois qu'une nouvelle vitrine est regardée, il hurle la position géographique exacte à des centaines d'autres détectives en temps réel. Juste pour savoir qui veut acheter cette information à l'instant T. Oh waouh, ça fait froid dans le dos. Et c'est précisément ce qui nous amène à la question de l'écosystème AdTech en lui-même. Parce que quand on dit qu'il y a 48 ou 100 trackers sur une page, honnêtement, on a du mal à imaginer le créateur d'un site web passer sa journée à installer 100 petits programmes un par un à la main dans son code. La réalité technique, elle est différente, non? Complètement différente. En fait, c'est un énorme effet de cascade. Le développeur d'un site web, il veut généralement se simplifier la vie, ce qui est normal. Donc, il va installer un seul outil de gestion, très souvent un truc comme Google Tag Manager. C'est un container magique qui permet de gérer d'autres bouts de code super facilement. Sauf que Ce simple ajout ouvre grand les vannes. c'est exactement ça. Dès qu'il est là, Tag Manager va envoyer un premier signal à Google Analytics, par exemple, pour gérer les statistiques de visite. Mais Analytics, dans la foulée, va communiquer ces mêmes données comportementales à Google Ads. Et Google Ads va ensuite se connecter instantanément à des plateformes d'échange massives comme The Trade Desk. Et là, The Trade Desk va alerter Amazon Ads, Facebook, AppNexus. Et la liste est longue, sans oublier bien sûr toute la galaxie des courtiers en données. Les fameux data brokers, des entreprises comme Criteo, Taboola, Outbrain, Experian ou Axicom. Des noms que la plupart des gens n'ont jamais entendus. Jamais de la vie. Et pourtant, une seule visite sur un site d'actualité va déclencher une réaction en chaîne automatisée qui va signaler cette présence à un nombre de partenaires estimé entre 500 et 1500. Attends, 1500 partenaires pour un seul petit clic? Pour un seul clic, oui. C'est insensé. Et tout cela se monnaie à une vitesse qui défie littéralement l'entendement, grâce au RTB, le Real-Time Bidding. On entend souvent parler de cette vente aux enchères en temps réel, mais l'enquête de Block News détaille vraiment la chronologie exacte du truc. Et je dois dire que c'est fascinant. En gros, la page commence à peine à charger. Instantanément, cet identifiant unique est balancé sur une espèce de place de marché virtuelle. C'est ça, la bourse de l'attention. Voilà. Et les algorithmes des acheteurs scrutent le profil, ils calculent la probabilité qu'un clic génère un achat potentiel et ils proposent un prix pour afficher leur publicité. Et celui qui met le plus d'argent remporte l'espace publicitaire de la page qui est toujours en train de charger. Et l'intégralité de ce processus se fait en 200 millisecondes. Autre que la toute première alerte envoyée aux acheteurs, le coup de pistolet de départ de l'enchère prend 0,001 seconde. C'est une bourse mondiale qui opère plusieurs millions de fois par jour et tout ça se passe totalement dans l'angle mort de la perception humaine. C'est complètement invisible. Totalement. Et d'ailleurs, le rapport de Privacy International de 2024, qui est hyper bien cité et analysé dans notre source, insiste sur un point crucial. Cette opacité, elle n'a rien d'un accident. C'est une complexité délibérée de la part de l'industrie. L'écosystème de la tech est devenu un tel labyrinthe qu'il est désormais techniquement impossible de savoir où finissent réellement les données personnelles une fois qu'elles sont entrées dans cette cascade. D'accord, je vois très bien le problème mécanique. Mais là, je vais me faire un peu l'avocate du diable un instant. Vas-y. Si des machines se parlent entre elles pendant un millième de seconde, dans des serveurs lointains et froids, tout ça pour finalement afficher à un internaute une publicité pour des chaussures de course parce qu'il a regardé un site de marathon la veille. Est-ce que c'est vraiment un drame? Au pire, c'est agaçant, mais personne n'est physiquement en train de lire un dossier sur notre vie dans un bureau sombre. Ce ne sont que des algorithmes qui essaient de vendre des chaussures. Pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment s'en inquiéter? C'est toujours la première ligne de défense de l'industrie publicitaire.
C'est l'argument de la banalité. On vous dit, mais non, c'est juste pour des baskets. Sauf que cet argument, il vole totalement en éclats quand on regarde la nature réelle des données qui sont échangées. C'est-à-dire? L'enquête s'appuie sur le rapport de l'Electronic Frontier Foundation d'avril 2021. Et ce rapport documente très précisément la granularité de ces enchères. Ce ne sont pas des chaussures qui sont mises aux enchères, ce sont des historiques de navigation entiers. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces historiques au juste? Des choses extrêmement privées. Ces historiques incluent des recherches récentes pour des prêts personnels urgents, par exemple. Ou pire, des requêtes liées à des symptômes de dépression clinique. Ou encore, des visites répétées sur des sites de cliniques de fertilité. Ah ouais, là on change carrément de dimension en fait. On passe de la paire de baskets à l'intimité médicale et financière la plus stricte. Mais c'est exactement ça la réalité du real-time bidding. On parle d'informations d'une intimité absolue. Des choses que les gens ne partageraient parfois même pas avec leur propre famille, mais qui se retrouvent packagées et diffusées en clair à la milliseconde à des centaines d'acteurs inconnus juste pour optimiser un ciblage publicitaire. Ce n'est pas juste de la publicité, c'est de l'extraction de vulnérabilité. C'est glaçant dit comme ça. Mais attends, face à une fuite d'intimité d'une telle ampleur, que font les autorités? Parce qu'on entend parler du RGPD depuis des années en Europe, on a tous l'impression d'être bombardés de bannières de consentement, de trucs à accepter ou refuser, précisément pour empêcher ça. Pourquoi est-ce que la loi ne parvient pas à nous protéger efficacement de cette industrie? Les régulateurs européens, comme la CNIL en France, ils font ce qu'ils peuvent. Ils mènent une véritable guerre d'usure. Mais au final, c'est le jeu éternel du chat et de la souris. L'enquête met d'ailleurs en lumière un moment assez charnière. C'était en février 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? La CNIL a frappé très fort et a carrément interdit l'usage de Google Analytics en France dans sa configuration par défaut. Interdit, carrément? Oui, le motif était très sérieux. Les données collectées par cet outil partaient vers des serveurs situés aux États-Unis. Or, la législation américaine permet à ses propres services de renseignement d'accéder à ces serveurs sans problème. Donc toute la protection offerte par le RGPD s'évaporait dès que la donnée traversait l'Atlantique. Et à distribuer des amendes. Et quand on regarde l'historique qui est dressé par Block News, honnêtement, les montants donnent le tournis. Décembre 2020, 100 millions d'euros d'amende pour Google. Février 2021, 90 millions. Fin 2021, 150 millions. Et la plus spectaculaire, c'est en juin 2025, une amende record de 325 millions d'euros, spécifiquement liée aux violations sur les cookies. C'est massif. Si on fait le calcul total depuis 2020, ça représente 650 millions d'euros d'amende. Sur le papier, on se dit que c'est une punition colossale, de quoi faire trembler n'importe qui. Sur le papier, oui. Pour une entreprise traditionnelle, une amende pareille, c'est la faillite immédiate et assurée. Mais face aux géants de la tech, il faut vraiment changer de focale et prendre du recul. Le marché mondial de l'adtech, l'industrie des technologies publicitaires dans son ensemble, ça pèse 1300 milliards de dollars. Waouh! Et Google, à lui tout seul, génère des revenus qui avoisinent les 300 milliards de dollars par an. Ah ouais! C'est terrifiant quand on fait le ratio en fait. Infliger 650 millions d'euros d'amende étalée sur 5 ans à une structure qui encaisse 300 milliards chaque année, c'est littéralement comme recevoir une contravention de stationnement de quelques centimes pour quelqu'un de normal. C'est exactement ça. Ce n'est plus une punition du coup, c'est simplement intégré dans les frais généraux de l'entreprise. C'est juste le prix à payer pour laisser la machine tourner, le petit ticket de parking pour continuer le traçage à l'échelle mondiale. Et c'est ce qui explique la grande impasse actuelle. Les régulateurs ont compris qu'ils essaient de vider l'océan à la petite cuillère. On ne peut pas légiférer efficacement sur un outil technique isolé, comme le simple cookie. Si l'on veut vraiment stopper ce flux de données, il faudrait démanteler l'architecture même de la tech. Car on le voit bien, dès qu'une loi tente de bloquer un mécanisme précis, l'industrie invente un contournement dès le lendemain. Ce qui nous amène, de manière assez fluide, à la partie de l'enquête qui est peut-être la plus cynique de toute cette chronologie. Face à toute cette pression des régulateurs, l'industrie a fait mine de s'adapter. Pendant des mois et des mois, on nous a vendu la fin prochaine des cookies tiers. Google l'avait même promis publiquement. Ça devait être la grande révolution, le truc qui allait enfin protéger la vie privée des internautes. Et puis, revirement spectaculaire en février 2026. Un vrai coup de théâtre magistral de leur part. Pendant des années, Google a fait la promotion intense de son truc appelé le Privacy Sandbox. L'idée vendue, c'était de remplacer les fameux cookies tiers par des systèmes prétendument plus vertueux.
Des systèmes basés sur le navigateur lui-même, c'est ça? Voilà, des systèmes basés sur l'agrégation de profils directement en local. On a vu passer des noms de projets hyper complexes comme Flock, l'API Topics ou encore l'attribution Reporting. Toute l'industrie publicitaire retenait son souffle. Mais finalement, en février 2026, l'entreprise abandonne purement et simplement le déploiement de ses remplaçants. Et elle annonce que Chrome, qui est de très loin le navigateur dominant sur le marché, conservera finalement les bons vieux cookies par défaut. Un beau rétropédalage. Mais l'enquête montre que ce revirement cache en réalité une évolution technique bien plus insidieuse, en sous-marin. Si l'industrie relâche soudainement la pression sur la mort du cookie, c'est pas par bonté d'âme, c'est parce qu'elle a trouvé beaucoup mieux. Une nouvelle tactique totalement invisible appelée le server-side tracking, le traçage côté serveur. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de comprendre comment ça marche, parce que c'est une mutation majeure d'Internet. C'est la nouvelle norme, oui. Jusqu'à présent, tout le traçage dont on parlait, la cascade, les trackers, ça se passait dans le navigateur de l'internaute. C'était le navigateur sur notre ordi qui envoyait les requêtes aux 50 ou 100 partenaires. Mais avec le server-side tracking, le site web ne pose plus tous ses scripts chez l'internaute. Non, ça se passe ailleurs. C'est ça. C'est le serveur du site web lui-même, la grosse machine physique qui héberge le site à des milliers de kilomètres, qui collecte directement les données de navigation et qui les envoie lui-même à toute la chaîne publicitaire. De serveur à serveur, en direct. Et ce changement de paradigme, ça modifie fondamentalement les règles du jeu. Puisque le transfert de données ne se fait plus depuis l'appareil de l'internaute, il n'y a plus aucune trace visible dans le navigateur. Fini les cookies tiers qui s'empilent dans l'historique. Le balayage est devenu totalement invisible pour la personne qui navigue. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et assez alarmant pour le coup, parce que si la requête ne part plus de mon navigateur, enfin du navigateur de l'internaute, mais du serveur distant, ça veut dire que les logiciels bloqueurs de publicité, les fameux ad bloqueurs sur lesquels on s'appuie tous pour se protéger, ils deviennent complètement aveugles face à ça. Ils sont totalement impuissants, oui. Le fonctionnement de base d'un bloqueur de publicité, ça repose sur sa capacité à lire le trafic qui sort du navigateur pour intercepter et bloquer les requêtes qui sont destinées aux régies publicitaires. Logique. Oui, si c'est le serveur du site d'actualité là-bas au loin qui s'occupe d'envoyer les données en arrière-plan, le bloqueur sur l'ordinateur ne voit rien. Il voit juste une simple connexion légitime entre l'internaute et le site d'actu. Il est complètement court-circuité. Le server-side tracking rend donc les outils de protection individuelle de monsieur et madame tout le monde complètement obsolètes. Et le plus troublant dans l'histoire, c'est que cette méthode de serveur à serveur, elle est techniquement légale, puisqu'elle s'appuie sur le consentement initial, vous savez, le bouton « Accepter » accordé au site web en question. C'est vertigineux. En fait, on neutralise l'outil de défense principal de l'internaute tout en respectant scrupuleusement la loi sur le papier. C'est le crime parfait. Et l'adaptation de ce marché à 1,300 milliards ne s'arrête même pas là. Puisque les cookies tiers deviennent un peu compliqués à gérer face aux régulateurs, l'enquête détaille le grand retour en force de la first party data, la donnée de première partie. Oui, la fameuse donnée de base. Celle-là même qui, comme on le disait au début, servait juste à mémoriser innocemment le panier d'achat dans les années 90. Sauf qu'aujourd'hui, cette donnée de première partie, elle est exploitée à une échelle industrielle par des géants absolus. Block News mentionne explicitement des acteurs monumentaux comme Amazon, Walmart ou Netflix. C'est des poids lourds. Et ces entreprises possèdent un trésor inestimable. Elles savent exactement à la virgule près ce que les gens consomment sur leur propre plateforme. Elles n'ont plus du tout besoin de deviner les intentions d'achat en posant des petits cookies sur des sites externes. Walmart sait exactement ce qui passe sur le tapis de la caisse. Netflix sait exactement ce qui est visionné pendant des heures. À quelle minute on met pause, à quel moment on arrête la série. Et la bascule, si je comprends bien, c'est que ces entreprises revendent désormais ces historiques directs pour alimenter le marché publicitaire de la tech. Exactement. Elles sont devenues, de fait, des régies publicitaires colossales à part entière. Elles ne se contentent plus de vendre des produits ou des abonnements, elles monétisent la donnée la plus pure qui soit, l'action réelle. On arrive donc au verdict final dressé par cette longue immersion dans les sources d'aujourd'hui.
La thèse de Block News est vraiment implacable. Et en fait, on a perdu un temps précieux à diaboliser le pauvre petit cookie. Ce fichier texte n'est et n'a toujours été qu'un outil neutre de mémorisation. Le vrai problème de fond, c'est ce pacte faustien non écrit sur lequel repose toute l'économie du web. Une économie où la surveillance de masse génère tellement de milliards au quotidien que les amendes records sont vues comme de simples coûts d'exploitation marginaux. Et pendant que les instances de régulation courent sans cesse après des technologies mouvantes, l'internaute continue de cliquer inlassablement sur le bouton tout refuser d'une bannière de consentement qui masque une réalité technique devenue bien trop complexe pour être contrôlée. C'est exactement ça. Et c'est ce qui soulève, à mon sens, une ultime question. Peut-être la réflexion la plus profonde de toute cette analyse. On vient de voir que la nouvelle frontière du traçage, avec l'émergence d'acteurs de premier plan comme Walmart ou Netflix, elle ne se situe plus vraiment sur le web ouvert. Ah non. Non, elle se trouve de plus en plus dans le monde physique. Dans les achats très concrets au supermarché, dans les choix de divertissement le soir, assis sur le canapé du salon. Si l'espace privé physique, nos habitudes quotidiennes les plus banales dans le monde réel, viennent directement alimenter les enchères en temps réel pour optimiser les publicités sur nos écrans, alors la frontière historique entre la vie en ligne et la vie réelle vient d'être définitivement pulvérisée par l'industrie publicitaire. Si chaque action de la vie de tous les jours devient un signal marketing, que restera-t-il demain de l'intimité qui ne soit pas monétisable ? Eh bien voilà, une perspective qui donne largement de quoi réfléchir la prochaine fois qu'on passera un article en caisse au magasin ou qu'on lancera tranquillement un film chez soi le soir. Une surveillance devenue totalement invisible, qui a commencé par un petit pense-bête inoffensif dans un navigateur web et qui finit par cartographier les moindres recoins de nos vies. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur au cœur de la mécanique d'Internet. Gardez un œil critique sur les outils technologiques du quotidien. Notre analyse d'aujourd'hui est maintenant terminée.